Si tout le monde était d'accord, cette émission n'existerait pas. Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de Ça se débat. Je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode 32 de la saison 1. 32, c'est comme l'âge qu'avait Oprah Winfrey lorsqu'elle est devenue millionnaire grâce au succès de son émission télévisée. Ça nous donne de l'espoir. Au sommaire, ce soir, le cabinet politique et de sécurité israélien qui s'apprête à réexaminer la question de la restitution des dépouilles de terroristes citoyens israéliens, une décision qui intervient alors que les autorités avaient convenu que tant que des otages étaient détenus dans la bande de Gaza, eh bien les corps des terroristes ne seraient pas restitués afin de conserver une monnaie d'échange pour d'éventuelles négociations. Or, il reste toujours le corps d'un otage qui n'a toujours pas été restitué à Israël, celui de Ran Gvili, que l'on n'oublie pas. Israël doit-il restituer les dépouilles des terroristes avant le retour du dernier otage? On posera la question à nos débatteurs dans quelques minutes. Des centaines de milliers de personnes ont célébré Noël, le célèbre peut-être toujours en ce moment, et en Israël aussi, cette fête a été commémorée. Selon les données du Bureau général des statistiques, 184 200 chrétiens vivent actuellement ici en Israël. Ça représente 1,9% de la population du pays et leur nombre a augmenté de 0,7% entre 2023 et 2024. Comment ces chrétiens vivent ici en Israël, dans ce pays que certains décrivent comme un état d'apartheid? Eh bien, nous poserons la question au père Louis-Marie Coudray, supérieur de l'abbaye bénédictine d'Abou Ghosh. Ce sera pour l'interview du Tac au Tac. Il y aura aussi 4 débatteurs pour 4 informations. Ce sera pour le tour de l'info avec au programme ce soir un nouvel acte antisémite en Australie, une loi criminalisant la France, adoptée en Algérie, un nouveau président pour le Honduras et une plainte pour une publicité jugée mensongère contre le loup d'Intermarché. Puis notre second débat sera consacré ce soir au président de la Knesset, Amir Ohana, qui a voté hier en faveur d'un projet de loi sur le mariage civil. Ça a provoqué la colère des partis orthodoxes qui ont dénoncé un mépris de la Torah. On rappelle qu'ici en Israël, seul le mariage religieux est autorisé et les juifs qui souhaitent se marier eh bien, ne peuvent le faire officiellement que par l'intermédiaire du grand rabbinat. Israël ne reconnaît pas le mariage civil, mais il reconnaît ceux qui sont célébrés à l'étranger. Alors le projet de loi n'a pas été adopté hier, mais c'est l'occasion pour nous de se demander quand même et de se poser la question, est-ce qu'il faut instaurer un mariage civil ici en Israël? Ce sera le thème de notre deuxième face-à-face. Vous êtes bien installés? Allez, on y va! Ce débat, saison 1, épisode 32. Et qui compose l'équipe des débatteurs de Ça se débat ce soir? On va commencer ici à Tel Aviv avec vous, Marilyn Smadja. Merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir Océane. Comment ça va? Ça va bien. D'abord, joyeux Noël. Joyeux Noël. Je pense que c'est important de le dire. C'est vrai. Peut-être faire un appel contre le terrorisme et un peu plus pour la paix. Je pense que ça serait vraiment le message important à transmettre. Pour cette fin d'année, pour cette prochaine année 2026 qui va arriver. Bonsoir Laurent Ayache, merci d'être avec nous. Bonsoir. Comment ça va? Heureux d'être là. Ça va. En cette veille de week-end. Voilà, ça va. On vient de finir une période de vacances de Hanouka. Ça s'est bien passé. On a pu profiter un peu de tout le monde. Voilà, tout va bien. Super, c'est le principal. Et on va prendre la direction de Paris où nous attend notre invité Rost. Comment ça va Rost ce soir? Bonsoir. Écoutez, tout va bien. C'est drôle parce que Marilyn parlait tout à l'instant de la paix et je venais juste de faire une story dans laquelle justement j'appelais aussi à la paix, que ces occasions soient l'occasion de retrouver de l'humanité et rien que l'humanité. Et notre monde ira bien mieux comme ça. Ça, c'est sûr. Et à vos côtés, Rost, il y a Jean-Michel Cohen. Bonsoir, merci d'être avec nous. Comment ça va ? Moi, ça va très bien. J'essaye de digérer les écarts de Noël-Ouka, c'est-à-dire les beignets de Hanouka et les aliments qu'on mange traditionnellement à cette période de Noël. C'est pour ça que je suis content d'être là. J'évite le repas de ce soir. Là, ça veut dire, un petit conseil, il faut qu'on fasse quoi? Il faut faire le jeûne intermittent, il faut arrêter de manger pendant 24 heures, le temps de digérer tout ça?
Non, je pense qu'il faut manger équilibré, un peu maigre pendant une semaine et ça rétablira les choses. De toute façon, dès le 2 janvier, ici en France en tout cas, ça sera la période des bonnes résolutions. Donc les gens fermeront la bouche pendant quelques temps. Voilà, bon, on va faire ça aussi nous ici. Merci d'être avec nous ce soir et c'est donc maintenant le moment de découvrir quels débatteurs ont gagné les face-à-face de notre émission d'hier. On rappelle à la question: Israël doit-il intensifier ses frappes à Gaza pour convaincre le Hamas de rendre le dernier otage? Vous êtes d'accord à 89% avec Rachel Bourlier. Et à la question: Israël peut-il agir sans les États-Unis? Vous êtes d'accord à 60% avec Nathanaël Smala. On va donc commencer avec notre premier débat et le cabinet politique et de sécurité israélien qui s'apprête donc à réexaminer la question de la restitution des dépouilles de terroristes de citoyenneté israélienne à leurs familles. Une décision qui intervient alors que les autorités avaient convenu que tant que les otages étaient toujours détenus dans la bande de Gaza, eh bien les corps des terroristes ne seraient pas restitué. Il reste toujours le corps d'un otage qui n'a pas été rendu à Israël. C'est celui de Ran Gvili. Israël doit-il restituer les dépouilles des terroristes avant le retour de ce dernier otage? Nous avons donc décidé de poser cette question à nos débatteurs, Rost et Jean-Michel Cohen, qui ne sont pas du même avis. Ça se débat, saison 1, épisode 32, face à face numéro 1. C'est parti. On va rappeler les règles. Ross, c'est vous qui allez commencer. Vous avez 1 minute pour convaincre nos téléspectateurs. Bon. 1 minute, pas plus. Sinon, bonne chance. Attention, sinon j'ai le buzzer. Et Raphaël m'a dit qu'il faut absolument que je l'utilise, donc je ne vais pas me gêner. Jean-Michel, vous enchaînerez juste après. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs, à Paris? On n'oublie pas, vous avez 1 minute, pas plus. Oui, absolument. Eh bien, allez, c'est parti, Ross, c'est à vous. J'aurais préféré parler de foie gras, mais bon. Ah non, on ne peut pas. La prochaine fois. D'accord. Allez-y. Alors, évidemment, c'est un sujet éminemment complexe parce qu'on parle de mort et le respect des morts doit être fondamental. Même si les vivants ne veulent pas se respecter parce que eux, on la jugeote et choisissent de se faire la guerre, de s'entretuer plutôt que de vivre les uns avec les autres, ça c'est leur choix. Mais une fois que les gens sont morts, je pense qu'on doit respecter ces corps. On voit même en Russie, entre la Russie et l'Ukraine, où c'est toujours aussi tendu, les corps sont restitués assez régulièrement. Il y a des accords pour qu'il y ait des prisonniers qui soient libérés, même si la guerre continue, et qu'il y ait aussi des corps qui soient libérés. Après, il y a des otages. D'un côté, on savait très bien que ça allait être compliqué de récupérer les otages en même temps avec l'éclatement, avec tous les bombardements qu'il y a eu sur Gaza et les ruines qu'il y a. C'est normal que ça soit un peu plus compliqué pour emmener les corps. Maintenant, c'est à eux de voir ce qu'ils font, mais je pense qu'on doit respecter les morts quoi qu'il arrive et arrêter de jouer des jeux politiques avec ça. Je vous ai laissé 2-3 secondes de plus parce qu'on parlait de foie gras, donc comme ça vous avez vraiment vos minutes. Jean-Michel, c'est à vous. Alors moi, je vais pas parler sur le plan émotionnel entre les morts des uns et les morts des autres. Je dis qu'il faut pas le faire pour 3 raisons. La première raison, c'est le principe de réciprocité. Ça veut dire vous concluez un contrat, c'est un contrat dans lequel il y a des termes réciproques. On doit le conclure, c'est un peu comme si je concluais un contrat et le 13e codicile, je dirais écoutez, il n'est pas parfait, je vais m'en exonérer. Ça, c'est le premier problème, c'est un problème de principe. Le deuxième problème, c'est le problème des familles. Ça veut dire c'est un désarroi pour une famille de savoir qu'on va opérer une transaction avec des corps alors que le corps n'a pas été rendu. Et le troisième point, c'est le problème de l'accord lui-même. Ça veut dire que si on commence à ne pas respecter un accord dans son intégralité, alors ça pose un problème. Alors je conçois l'affaire, c'est-à-dire plusieurs corps morts contre un corps mort. Donc ouais, c'est un principe de transaction. Ça fait presque du marchandage. Mais en fait, là, il faut fonctionner sur le problème des principes de transaction. Et sur le principe de transaction, désolé, mais c'est impossible de réaliser cet accord si le dernier corps n'est pas rendu. Et c'est le mot de la fin. Merci à vous à Paris. Marilyn, on va commencer avec vous. Est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec Ross ou avec Jean-Michel? Je pense plutôt avec Jean-Michel, tout simplement pour des raisons très
très clair. Il faut toujours devancer les futurs problèmes. Pas seulement réagir à ce qui se passe maintenant, mais voir beaucoup sur le long terme. Et effectivement, si on commence maintenant à transiger sur un accord qui a été fait depuis le 13 octobre, on aurait dû déjà récupérer les 20 otages vivants, mais on aurait dû récupérer déjà tous les corps morts, y compris Ran Gvili, qui est un héros pour nous. Et il faut absolument qu'il revienne en Israël, et pour sa famille, et pour tout le pays. Donc moi, je pense que ça, c'est la première chose. Il faut être vraiment intransigeant et en plus exiger déjà que le Hamas se désarme aussi. Donc on ne doit pas passer à aucune autre étape avant qu'il y ait vraiment ces conditions qui soient remplies. Donc pas question pour vous qu'Israël restitue les corps des terroristes, du moins pour le moment. Pour le moment, encore une fois. Et évidemment, et je voudrais dire aussi une chose, c'est qu'il faut pas seulement, il faut absolument qu'on apprenne aussi à être proactif. Donc en fait, il faut vraiment lutter contre le terrorisme et lutter différemment de ce qu'on l'a fait jusqu'à maintenant. C'est-à-dire négocier avec tous les modérés, commencer vraiment à avoir des accords avec tous les modérés, renforcer nos relations internationales pour que la lutte contre les terroristes soit beaucoup plus globale. Évidemment, prendre toutes les mesures de sécurité, celles qu'on n'a pas faites même avant. Donc il faudrait une commission d'enquête nationale indépendante, vraiment indépendante et pas politique, pour vraiment qu'on apprenne de nos erreurs et qu'on n'en fasse pas nos erreurs. Donc moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut vraiment qu'on regarde beaucoup plus sur le long terme. Il est hors de question de revenir ni au 6 octobre, ni au 7 octobre, et même pas au 8 octobre. Bon, pour l'instant, vous êtes un petit peu tous du même avis. Laurent Ayache, est-ce que éthiquement, il n'y a quand même pas quelque chose de éthiquement un petit peu particulier, le fait de garder un corps comme monnaie d'échange? C'est clair que c'est très macabre comme sujet et que tenir en otage des corps, et c'est ce qui se passe du côté du Hamas, c'est quelque chose de répugnant. Maintenant, nous, de notre côté, ce sont des terroristes, et on ne peut pas comparer le corps d'un terroriste avec le corps de civils qui ont été tués et qui ont été pris en otage, les corps morts, on a vu les images, qui ont été amenés. Donc, il n'y a pas de comparaison à faire. Maintenant, c'est clair qu'il y a eu un accord qui a été fait. Cet accord, tant qu'il n'est pas respecté, et on ne va pas prendre comme prétexte le fait qu'il y ait des décombres, et donc ça serait la cause pour laquelle nous n'avons toujours pas récupéré le corps du dernier otage de cet héros-là, c'est tout à fait inacceptable. Il faut aussi savoir que céder, et ne serait-ce que commencer à discuter de rendre les corps qu'on va rendre de toute façon, on n'a aucun intérêt à les garder, mais les rendre sans avoir récupéré tous nos otages, y compris le dernier, c'est laisser la porte ouverte à une future prise d'otages et des futurs tués du côté israélien. Et donc, il n'y a vraiment pas de discussion à avoir. C'est clair qu'il faut être intransigeant et très dur à ce niveau-là, même si le sujet reste très macabre et très difficile. Jean-Michel. Pardonnez-moi, mais je trouve... Rost, pardon. Non. Ah, c'est Rost qui parle. Je trouve dommage qu'on oriente les choses de cette manière-là, parce que vous le saviez très bien que quand vous avez 80% d'un territoire qui est détruit, quelle que soit la situation, ça aurait été compliqué, parce que nous-mêmes, dès le lendemain des bombardements, on le disait ici, qu'il aurait été peut-être préférable d'utiliser d'autres stratégies pour essayer, parce que Israël sait éliminer les personnes qui ont commis des actes terroristes ou délictueux, ou etc. Donc, ils savent cibler. Et donc, nous, on disait, moi, j'ai fait partie de ceux qui sont montés de façon virulente sur ce plateau dès le départ pour dire les bombardements massifs, ils vont causer d'autres problèmes, et que même les otages qui veulent récupérer, mais on savait que certains n'avaient pas... Leur objectif n'était pas de récupérer les otages. D'ailleurs, même une bonne partie des Israéliens le disaient. Leur objectif était de se maintenir au pouvoir, éviter les affaires qui étaient en cours et se maintenir au pouvoir coûte que coûte. C'était le cas de... C'est de l'interprétation. Si vous permettez, c'est un argument... Là, c'est de l'interprétation. Si vous permettez, c'est un argument qui ne tient pas... Attendez, une par une. Marie-Lynne. De dire que... 2 minutes. C'était pas aussi simple que ça de pouvoir restituer tous les corps et retrouver tous les corps. Il y a des organisations internationales aujourd'hui qui sont là-bas, il y a la Turquie, etc., avec des sections de recherche pour essayer de retrouver tous les corps, et pourtant c'est compliqué.
Ce n'est pas la première fois que vous dites ça, mais c'est un argument. Je voudrais vous expliquer pourquoi cet argument est faux. Vraiment. Parce que, d'abord, la première chose, le Hamas et le djihad islamique, donc, qui ont pris justement et les otages vivants et les corps, savaient exactement où ils sont chacun. Donc déjà, ça c'est la première chose. Et même quand ils nous avaient dit, ils nous avaient annoncé qu'ils ne retrouvaient pas les corps et tout, ils ont fait des stratégies macabres de déterrer soi-disant des faux corps et de réenterrer d'autres corps. Donc en fait, ils font exactement ce qu'ils veulent. Ce n'est pas du tout les bombardements israéliens qui ont changé quelque chose. Ce que je voulais dire, c'est que depuis le début, quand ils ont pris 252 otages israéliens, et donc la majorité c'était des civils, un bébé, des enfants, etc. Ils ont pris la responsabilité de leurs actes. Et la responsabilité de leurs actes doit être depuis le début jusqu'à la fin. Cette responsabilité ne peut être d'aucune manière sur Israël. Aucune manière sur Israël. Nous n'avons pas voulu cette prise d'otage, nous n'avons pas voulu cette guerre. Nous voulons récupérer maintenant Ragvili, nous voulons que les accords soient tenus. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que en fait, ce que vous faites, et c'est pas la première fois, et je sais que vous voulez vraiment d'être de bonne foi, d'une manière humaniste, mais n'empêche, vous vous trompez sur vos analyses et vous trompez aussi les gens qui vous écoutent. C'est un point de vue. Non, mais il faut rester factuel, à mon avis. Ça veut dire là, ne pas poser le problème sous l'angle politique, comme tu le fais, Ross. Ne pas poser le problème sous l'angle du pseudo-mensonge de Hamas. Vous signez un accord, vous êtes responsable de cet accord. Vous avez promis de rendre des otages, vous savez qu'ils y sont, vous devez les rendre. Si vous les rendez pas, vous êtes suspecté à ce moment-là de faire une manœuvre. Donc il faut raisonner que comme ça. Et si vous êtes suspecté de faire une manœuvre, eh bien, dans le doute, eh bien, on attendra jusqu'au bout et on conservera nous aussi les corps des otages. Mais il faut rester factuel sur cette affaire et surtout pas mettre d'interprétation. Sinon, c'est pas la peine d'allumer encore une mèche. Je le dis depuis le début, la volonté du Hamas à l'heure actuelle, c'est de provoquer Israël. Leur volonté, c'est de faire une reprise de la guerre qui leur permet de se revictimiser, de reprendre le soutien d'autres pays arabes, etc. Il faut surtout pas rentrer là-dedans. Factuellement, vous n'avez pas rendu les otages, les termes du contrat sont rompus tant que vous ne rendez pas l'otage. Point. Après, ne mêlez ni Netanyahou, ni les mensonges, ni rien. C'est le contrat qui a été signé, on le respecte, c'est la règle. Surtout qu'Israël, on le rappelle, a donné des indications précises justement au Hamas et aux organisations terroristes de la bande de Gaza pour justement où se situait cet otage, et le Hamas ne fait rien. Laurent, selon vous... Juste, je voulais rebondir en disant que effectivement, les seuls qui veulent rester au pouvoir et ne veulent pas passer à la deuxième étape, c'est le Hamas. Si aujourd'hui ils ne rendent pas le dernier corps, ils savent, 3 mois après l'accord de cessez-le-feu, c'est uniquement parce que le Hamas ne veut pas passer à la deuxième étape et ne veut pas rendre les armes. C'est tout, ça s'arrête là. Ils savent exactement où se trouve le dernier corps. Et comme l'a dit tout à l'heure, tout à fait, on a vu ces images de mise de scène où ils ont déplacé des corps pour montrer. Et la seule chose, c'est qu'on a eu accès à ces images. Et donc, la comédie a été dévoilée. Mais ils savent exactement où ils se trouvent. Et ils ne font ça uniquement pour gagner du temps. Point à la ligne. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce que Israël pourrait faire pour justement persuader le Hamas de rendre le dernier otage? Continuer la pression militaire comme ils le font. Je pense que c'est la seule chose que le Hamas comprend aujourd'hui. Continuer la pression militaire, continuer la pression politique. Netanyahou va aller la semaine prochaine à rencontrer le président Trump, et je pense qu'ils vont parler de ces derniers otages. Je sais que même la famille actuellement de l'otage va accompagner Netanyahou, et donc faire une pression politique, une pression militaire. C'est la seule chose qu'ils comprennent, c'est la force, et il faut aller jusqu'au bout. Et en tout cas, pour l'instant, le plus important, c'est que le dernier otage n'a toujours pas été restitué à Israël, et Israël veut évidemment. On va passer à une autre info un petit peu plus joyeuse. Cette fois, des centaines de milliers de personnes ont célébré Noël. Peut-être ils le célèbrent encore en ce moment. Et en Israël aussi, cette fête a été commémorée selon les données du Bureau central des statistiques. Il y a ici en Israël 184 200 chrétiens qui vivent dans le pays. Ça représente un petit peu moins de 2% de la population du pays, et leur nombre a augmenté de 0,7% entre 2023 et 2024. Comment
ces chrétiens vivent ici en Israël, dans ce pays que certains décrivent comme un état d'apartheid. C'est l'interview du Tac au Tac. Bonsoir Père Louis-Marie Coudray, merci d'être avec nous. Vous êtes supérieur de l'abbaye bénédictine d'Abou Ghosh, c'est une ville juste avant Jérusalem. Merci d'être avec nous ce soir, en ce jour de Noël. Comment vous avez célébré d'ailleurs aujourd'hui cette fête ? Bonsoir. Eh bien, écoutez, cette fête, nous l'avons célébrée comme tous les ans en communauté, avec un certain nombre de moments de prière, tout particulièrement la messe de minuit, puisque c'est une occasion dans l'année où la messe est célébrée en plein milieu de la nuit, entre le 24 et le 25, et puis aussi des moments de convivialité, c'est-à-dire que pour le déjeuner, nous avons reçu un certain nombre d'amis, donc beaucoup d'amis israéliens, pour célébrer ensemble justement cet événement qui est un événement joyeux. Une naissance est toujours joyeuse, et dans la foi chrétienne, c'est le Messie, c'est le prince de la paix qui naît aujourd'hui, dont nous faisons mémoire, et nous savons combien aujourd'hui nous avons besoin de paix. Et donc c'est effectivement un moment heureux malgré les circonstances que nous avons célébré avec une certaine joie, mais aussi une certaine retenue, parce que nous sommes aussi tout à fait conscients de tous les problèmes que traverse le pays. Et quand vous dites que vous avez accueilli ce midi pour célébrer Noël des Israéliens, ça veut dire des Juifs ou des musulmans, mais des personnes qui ne sont pas forcément chrétiennes. Des Juifs. Des Juifs. Non, des Juifs, absolument. Quelques amis chrétiens, bien sûr, mais aussi beaucoup d'amis juifs. Si vous voulez, notre monastère a justement notamment cette particularité de développer et d'essayer d'avoir le plus de contacts et de relations avec le monde juif israélien. Donc nous avons avec les années des amitiés très fortes qui se sont créées et nous sommes toujours heureux de partager des grands moments de fête, donc notamment Noël ou bien Pâques ou bien d'autres moments dans l'année, et nous partageons la même table à cette occasion. Racontez-nous un petit peu votre quotidien, votre vie en tant que chrétien ici en Israël. Est-ce que vous pouvez vivre librement votre religion ici ? Écoutez, je n'ai jamais eu aucun problème pour vivre ma religion ici. Alors, sachant qu'il faut faire la différence dans la tradition chrétienne entre ceux qui sont religieux, donc comme moi-même, on est même moine, donc c'est une vie un petit peu à part, et puis aussi les chrétiens qui sont des citoyens israéliens, qui vivent notamment dans les grandes villes. Hein. La plus grande communauté chrétienne est située à Nazareth. Je pense que la deuxième dans le pays doit être à Jérusalem, et la troisième à Neuf Galil, il me semble. Je ne suis pas tout à fait sûr des derniers chiffres. Voilà. Mais si vous voulez, il n'y a aucune différence au niveau de la vie quotidienne. Et je peux même parler, nous ici, nous sommes situés dans le village d'Abou Ghosh, qui est un village qui est entièrement musulman. Nous sommes une petite communauté de religieux chrétiens. Nous n'avons jamais eu aucun problème, que ce soit avec la population du village, donc qui est musulmane, et avec tous les habitants des environs, qui sont des juifs, dans des kibboutz, dans un certain nombre de lieux d'habitation. Je dirais, je ne vois vraiment pas où est le problème de la liberté pour les chrétiens ici. Et justement, quand vous entendez les propos de certains qui assurent qu'Israël est un état d'apartheid, qu'est-ce que ça vous fait ? Ça me fait bondir. C'est une absurdité. D'abord, il y a deux choses. Il faut bien voir qu'il y a deux choses. Il y a le niveau du droit. Et au niveau du droit, il n'y a pas d'apartheid en tant que tel entre les différents citoyens israéliens, quelle que soit leur religion. Ensuite, vous avez effectivement le niveau de la pratique. Mais ça, on est confronté à la même problématique dans n'importe quel pays occidental où vous avez une loi, puis après vous avez comment chacun va le vivre. On sait très bien, par exemple, qu'on pourrait dire que dans certains pays, il y a un apartheid entre hommes et femmes au niveau de l'emploi, par exemple. Mais on ne va pas pour autant dire que c'est un état d'apartheid. Donc voilà, on peut dire que oui, il y a des petites différences au niveau de la vie quotidienne. Mais il faut bien... Pour moi, aujourd'hui, on a un grand drame en Israël, et notamment au niveau des informations, c'est qu'on a des abus de langage. Et on ne sait plus ce que veulent dire les mots. Et donc finalement, on emploie des grands mots qui ne correspondent pas à la réalité du quotidien.
Donc on ne peut pas dire. Donc là, je parle bien à l'intérieur de l'État d'Israël, dans ses frontières de 1948. La situation par rapport notamment aux chrétiens dans les territoires, c'est une problématique qui est complètement différente. Mais ici, dans l'État d'Israël, on ne peut pas parler d'apartheid. Il suffit de voir le nombre d'étudiants chrétiens que vous avez au Technion à Haïfa, que vous avez dans les universités, que vous avez dans les différents emplois, notamment je pense au monde médical, qui est un monde où il y a particulièrement une cohabitation entre juifs, chrétiens, musulmans. Donc voilà, si vous voulez, non, on ne peut absolument pas parler d'apartheid. Qu'il puisse y avoir des différences ou des difficultés dans les pratiques quotidiennes avec un certain nombre de personnes, mais on ne peut pas faire du comportement de certains la généralité de la situation dans l'État d'Israël. Alors, ça fait plusieurs années que vous êtes ici en Israël, en Terre Sainte. Jamais vous vous êtes demandé au cours notamment de ces 2 dernières années, peut-être rentrer quand même en France, parce que vous avez eu plusieurs guerres, vous avez eu plusieurs missiles iraniens. Jamais vous vous êtes dit que vous allez changer de pays? Ah non, jamais. Non, jamais. Je suis dans le pays depuis 1980. Donc, vous voyez, ça fait 45 ans. Donc, j'ai connu un certain nombre de guerres, un certain nombre de conflits, et à aucun moment je n'ai envisagé de partir. Vous savez, je pense qu'il y a aussi une question de droiture. À partir du moment où vous êtes accueilli par un pays, quand sa situation va bien et est bonne, vous n'allez pas partir quand sa situation est plus difficile. Quand vous vous engagez dans un pays, vous vous engagez que cela aille bien ou que cela aille mal, que cela soit plus difficile. Donc là, je pense que c'est une question aussi de droiture, de rectitude morale. Et donc, il y a aussi, je vous parlais justement... Vous restez fidèle donc à Israël. Vous êtes donc fidèle à Israël. Merci beaucoup. Merci. Je vous en prie. Merci Père Louis-Marie Coudray d'avoir été avec nous et on vous souhaite tous un joyeux Noël. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, à bientôt. On marque une courte page de publicité. On revient juste après pour la suite de Ça se débat. À tout de suite. Des offres qui vont vous faire retomber amoureux de votre maison. Salle à manger, salon, fauteuil, Shumrat Azorea, tout l'ameublement de la maison en un seul endroit. אלבר, רק את הטוב! זה עוד הנפקה מוצלחת של חברת ההייטק הישראלית. אולי אצלו יותר טוב משהו. Israël est fort et en pleine croissance. Maintenant, plus que jamais, c'est le moment de faire son alia. Vous vivez en Israël ou préparez votre alia? Félicitations. Vous avez un téléphone? Parfait. Téléchargez gratuitement l'appli Olim et découvrez tout ce que nous avons à vous offrir. Prise de rendez-vous médicaux et administratifs, paiement de vos factures, vérification de dettes, traduction instantanée, recommandations de professionnels, suivi de demandes et bien d'autres choses encore. Et si vous n'y arrivez pas tout seul, notre équipe parle votre langue et vous aide dans toutes vos démarches en Israël, à partir de 99 shekels par mois en illimité et pour toute la famille. Alors n'hésitez plus. Téléchargez l'appli ou contactez-nous. Les équipes du Magen David Adom sauvent des vies. Ambulance, unité mobile, dons du sang, secouristes. Ils sont sur tous les fronts, pour tous, sans distinction. En cette fin d'année, votre don peut tout changer. En France, chaque euro compte et chaque don renforce la capacité du MDA à intervenir plus vite, plus loin, plus fort. Cette année, faites un geste qui sauve. Soutenez le Magen David Adom. Parce que sauver une vie, c'est sauver un monde entier.
Chaque semaine, retrouvez le meilleur des 4 chaînes réunies dans une seule émission. Le point d'abord en image. More details in this report. Un regard original au croisement des langues et des cultures. Le magazine de la rédaction, c'est le meilleur d'i24 News, sélectionné pour vous. Tous les jeudis sur i24 News. Parce qu'au Moyen-Orient, chaque jour qui passe écrit l'histoire. Parce qu'ici, tout va plus vite. Tout s'amplifie. Parce que vous informer, c'est notre ADN. La grande édition, votre rendez-vous quotidien et en direct. Du dimanche au jeudi sur i24 News. Sur le plateau de Ça se débat, toujours en compagnie de Marilyn Smadja, Laurent Ayache et puis à Paris de Rost et de Jean-Michel Cohen. Je vous propose maintenant de faire le tour du reste de l'info. Alors vous connaissez le principe, 4 informations pour 4 débatteurs et puis chacun réagit l'un après l'autre. Femme oblige, on va commencer avec vous, Marilyn. Et votre info, c'est celle-ci. 10 jours après les attentats de Sydney, la voiture d'un rabbin a été incendiée près de Melbourne, en Australie. Le véhicule a été ciblé d'un cocktail Molotov, car sur son toit, il y avait une pancarte avec écrit « Joyeux Hanouka ». Peu de doute donc sur le caractère antisémite de l'acte. Le Premier ministre australien a réagi en dénonçant un nouvel acte terrible de suspicion d'antisémitisme, un incident qui intervient alors que 15 personnes ont été tuées. C'était le 14 décembre dernier lors d'une cérémonie d'allumage de bougies organisée pour le premier jour de Hanouka. Marilyn, une réaction? Tout simplement, je pense qu'il faut une lutte, mais vraiment sans concession contre l'antisémitisme. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'excuses. Il n'y a vraiment plus d'excuses. Il y a eu, depuis le 7 octobre, déjà, évidemment, l'antisémitisme a toujours été là, était latent. Il y a une autre nouvelle forme d'antisémitisme drainée par l'islamisme, donc contre Israël, l'amalgame sionisme, antisémitisme, etc. Plus, évidemment, aussi toute cette tendance islamo-gauchiste, wokiste, donc toute cette mouvance-là, évidemment, il y avait aussi évidemment l'extrême droite qu'il ne faut pas oublier, et dans beaucoup de pays, c'est un vrai danger aussi d'antisémitisme. Moi, ce que je pense, c'est que de toutes les manières, toute nation qui voudrait être une nation éclairée doit avant tout aujourd'hui faire une lutte contre l'antisémitisme et protéger les Juifs, et que les Juifs soient des citoyens dans les pays où ils vivent à part entière. Je veux dire, là on vient d'entendre parler le père Louis-Marie, qui a bien dit, et d'ailleurs vraiment je le remercie, c'est un vrai cadeau de Noël, de combien il a montré combien les chrétiens en Israël, et je peux dire la même chose pour mes amis musulmans, il n'y a pas d'apartheid en Israël, les citoyens israéliens sont tous des citoyens à part entière. Bien, j'aimerais que les Juifs dans le monde entier, quand ils décident de vivre en dehors d'Israël, soient aussi des citoyens à part entière de leur pays. Voilà, donc vraiment, ça c'est un appel à Noël 2026, lutter contre l'antisémitisme, le terrorisme, le djihad islamiste, tous ces mouvements radicaux qui finalement vont pourrir la vie de tout le monde et pas seulement des Juifs. Est-ce que peut-être à Paris, quelqu'un veut réagir? Rost, il me semble vous avoir entendu. Non, mais parce que je bouillonne parce que j'entends des choses qui me mettent hors de moi. On peut être dans des incantations. On peut tous se raconter, il faut lutter. On peut se le raconter, ça fait tellement longtemps. L'acte qu'on vient de voir, jusqu'à quand on accepte de continuer de voir ce genre de choses? Ce qui s'est passé à Sydney il y a quelques jours. Jusqu'à quand on va continuer d'accepter ça et continuer de dire on ne lutte pas assez contre l'antisémitisme, il faut. Jusqu'à quand? À un moment donné, je vais vous dire, je dis parfois des choses ici qui énervent certaines personnes, mais je vais continuer de les dire. Parce que tant qu'on n'ira pas vers ça, on reviendra ici dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, et on continuera à dire il faut lutter contre. Il y a des gens qui font des amalgames en permanence. Même depuis chez vous, d'ailleurs je les rectifie souvent sur ce plateau, quand ils font
il parle d'Israël en parlant de ce qui se passe, en parlant des Juifs. Je suis désolé, moi quand je parle, pendant toute la période des bombardements qu'il y a eu, j'ai toujours parlé de Netanyahou et de son gouvernement, mais je n'ai jamais dit Israël ou je n'ai jamais dit les Juifs. Pourquoi? Parce que quand on commence comme ça, c'est comme ça qu'on met tout le monde en danger et c'est comme ça qu'on met tous les Juifs en danger. Si vous n'avez pas compris ce truc élémentaire, c'est qu'on n'a rien compris et on reviendra ici dans 1 an, dans 10 ans, dans 15 ans et on reparlera de la même chose. Mais par rapport à l'histoire de l'apartheid, c'était important de dire un petit mot en 2 secondes. Quand on parle d'apartheid, on ne parle pas en interne. Moi, je suis venu travailler sur le conflit israélo-palestinien en Israël et en Palestine. Et j'ai vu les gens vivre ensemble. Mon meilleur ami qui vit à Eilat, celui qui m'a sorti de la rue, la grande majorité des gens avec qui ils travaillent, ce sont des Arabes et ils vivent ensemble. Il y avait plein de projets qui foisonnaient quand on était venus. On était repartis avec de l'espoir, nous. Et en se disant qu'on va finir par y arriver et qu'ils vont finir par vivre en paix. Mais c'est par rapport à ce qui se passe avec les territoires occupés et la Palestine qu'on parle d'apartheid. Ce n'est pas en interne, en aucun cas. C'est pour ça qu'il faut aussi arrêter de tout mélanger. Alors, il faut enlever le mot. Il faut arrêter de tout mélanger. Il faut enlever le mot. Non, mais moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec toi, pour 2 raisons. De la même façon que le sionisme a servi, l'antisionisme a servi à permettre un antisémitisme qui a été légalisé. C'est-à-dire l'antisionisme, on s'en est servi pour légaliser en quelque sorte. Avec quelle partie t'es pas d'accord ? Non, avec la partie de Netanyahou. De la même façon, je répète que Netanyahou, c'est le leader politique qui a été élu démocratiquement et il sert aujourd'hui de fusible. Ça ne veut pas dire que je défends Netanyahou, mais Netanyahou, c'est devenu l'excuse pour combattre Israël de ceux qui ne veulent pas dire je combats Israël, mais je combats Netanyahou. Alors non, je ne fais pas ton procès. Je dis simplement que je me trompe pas de choses, c'est-à-dire Netanyahou est le représentant légal de son pays Israël élu démocratiquement, de la même façon que Macron est le représentant légal de son pays en France parce qu'il a été élu démocratiquement. Macron, et pourtant, est-ce que pour autant ils sont anti... Non, mais il y a des gens qui détestent la politique française et le gouvernement français parce qu'ils détestent Macron aussi. On va passer à votre info. Rost, c'est celle-là, c'est le Parlement algérien qui a adopté... Voilà, c'est pour vous maintenant. Le Parlement algérien qui a adopté une loi criminalisant la colonisation française entre 1830 et 1962. Un texte voté à l'unanimité qui attribue à la France la responsabilité juridique de son passé colonial en Algérie et des tragédies qu'il a engendrées. Cette loi, elle dresse une liste de faits qualifiés de crimes de la colonisation française et elle appelle Paris à présenter des excuses officielles, un texte à forte portée symbolique, susceptible donc de raviver les tensions entre Alger et Paris, déjà fragilisées par plusieurs différends diplomatiques. Rost. Eh bien, écoutez, vous savez quoi? Je suis très heureux de pouvoir parler de ça parce que depuis hier, je bouillonne en entendant certains parler, en entendant la fachosphère monter au créneau par rapport à ça. Parce que, vous savez, la colonisation et l'esclavage ont été des crimes contre l'humanité, ont été des crimes. Ce qui s'est passé en Algérie a été d'une barbarie absolue. Les gens qui sont instruits, qui ont étudié l'histoire, qui ont étudié tout ce qui s'est passé sur cette période, savent ce qui s'est passé et la barbarie de ce qui s'est passé. Je conseille à certains d'aller voir le film Fanon, de Jean-Claude Barny, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, et ils vont comprendre beaucoup de choses. Et ce qui est extraordinaire, c'est que à un moment donné, quand vous avez commis des crimes, je suis désolé, oui, vous prenez vos responsabilités, vous vous excusez par rapport à ça, présentez des excuses à tout un peuple qui a subi. Mais c'est pas ça qui les dérange. En fait, ce qui les dérange, c'est d'avoir à réparer ce qu'ils ont fait, tout le mal qu'ils ont fait et qu'ils ne pourront jamais réparer d'ailleurs, parce qu'il y a eu combien de milliers, dizaines, de centaines de milliers de vies qui ont été enlevées pendant toute cette période-là. Je suis désolé, il va falloir à un moment donné faire face à l'histoire et prendre leurs responsabilités et comprendre d'ailleurs que c'est pour ça que la nouvelle génération africaine, aujourd'hui, elle est remontée, elle est ouverte sur le monde, elle est beaucoup plus instruite, elle n'accepte plus l'asservissement de la colonisation et les pseudo-décolonisations où on a asservi les peuples désormais par les entreprises et par le pillage des richesses, qui fait que d'ailleurs on a autant de problèmes de migration. Le jour où ces pays vont pouvoir s'emparer de leurs propres richesses,
vous verrez qu'ils ne viendront plus ici dans le froid. Ils préfèrent rester chez eux parce que migrer n'est pas chose aisée. Et l'Algérie, là-dessus, même si certains peuvent être parfois véhéments par rapport à ça, il y a une histoire. Il faut que la France fasse face à son histoire et qu'elle assume une bonne fois pour toute. Macron avait commencé à le faire d'ailleurs à l'époque. Et il est revenu en arrière. Et on avait un Sarkozy à l'époque qui nous disait que oui, c'était pas un problème. Voilà. Donc il faut prendre ses responsabilités. Et ben moi je pense que c'est une bonne chose. Je suis désolé. Oui, enfin, une partie de ton discours, elle est très valable. Une partie du discours, il est valable sur le fond, c'est-à-dire on ne peut pas contester le fait que la colonisation n'a pas été forcément dans le sens des Algériens, mais c'est gommer le fait qu'il y a eu quand même des accords d'Évian, que ces accords d'Évian ont permis à l'Algérie de récupérer l'indépendance dans des conditions tout à fait correctes, ce qui ne s'est pas passé, par exemple, avec les anglo-saxons, notamment sur certains territoires. La deuxième chose, c'est que est-ce qu'on peut trouver crédibles les déclarations d'un gouvernement dont on sait aujourd'hui qu'il est tenu par un petit groupe d'individus avec des velléités politiques qui n'ont rien à voir avec l'intérêt réel des Algériens. Et la troisième chose, c'est que si on était si bien que ça en Algérie, les jeunes Algériens, ça serait pas un rêve pour eux de regagner la France, pas seulement pour des questions économiques, mais pour des questions de monde occidental. Voilà. Merci, on va passer à l'info de Laurent Ayache. C'est celle-là, le Honduras qui dispose d'un nouveau président. Il s'appelle Nasri Asfoura, qui a été déclaré donc vainqueur, membre du Parti conservateur de droite. Il est soutenu par Donald Trump. Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, l'a félicité dans un entretien téléphonique. Les deux hommes ont convenu de renforcer les relations bilatérales entre Israël et le Honduras. On rappelle qu'en 2021, le Honduras avait ouvert une ambassade à Jérusalem, marquant ainsi un geste diplomatique fort en faveur de Jérusalem. Laurent. Je me félicite de son élection, surtout si il entretient des relations diplomatiques avec Israël qui sont tout à fait acceptables et qui vont dans le sens de la politique israélienne. On ne peut que se féliciter de son élection. Et je continue les propos de notre ministre des Affaires étrangères et je félicite cette élection démocratique de l'Honduras. C'est bien, ça fait plaisir. D'ailleurs, son entretien téléphonique avec Gideon Sa'ar, c'était l'un de ses premiers entretiens qu'il a donc eu après sa victoire. Jean-Michel Cohen, c'est à vous maintenant. L'association environnementale Bloom porte plainte contre la publicité du loup d'Intermarché qui est devenu célèbre. Et la raison, c'est une publicité mensongère. Et pour l'ONG, eh bien, elle alimente une confusion profonde ancrée, bien erronée entre le végétarisme et la consommation de poissons. Puisque dans cette publicité, eh bien, on voit ce fameux loup manger un poisson. Bloom réclame donc une procédure d'urgence, je cite, pour faire retirer du clip les 3 scènes comportant du poisson. Jean-Michel. Je pense que ça peut faire partie du bêtisier de Noël que l'on voit régulièrement sur les chaînes de télévision en ce moment. Parce que d'abord, le végétarisme, il est multiple. On appelle les gens qui mangent du poisson en tant que végétariens les pesci-végétariens. Il y a 1000 formes de végétarisme. C'est un sujet que je connais particulièrement bien. Donc je trouve que c'est la blague de la fin de l'année. Et je pense qu'il ne faut pas prendre ça au sérieux. Bravo à Intermarché. Ils ont réussi à faire d'un clip un événement, puisqu'il a été vu, je crois, plus d'1 milliard de fois dans le monde. Plus d'1 milliard, ça a fait le buzz. Merci pour cette bonne blague. Oui, merci pour cette bonne blague de la part de cette association qui est vraiment loin du sujet. Il ne faut pas confondre les pratiques nutritionnelles avec le sectarisme et la rigidité. Le végétarisme, c'est une façon de manger. Manger est une liberté, donc chacun fait ce qu'il a envie de faire. Absolument. Chez Intermarché, on peut manger de la viande, du poisson ou des végétaux. Voilà, donc, mais merci pour la blague. Sachez qu'on a demandé à un de nos collègues ici qui est végétalien même, il est vegan, et lui-même a été choqué de voir que le loup... Mais lui-même a été choqué de voir que le loup, eh bien, il mange un poisson et il a trouvé ça bizarre que justement, eh bien, le poisson soit finalement pas considéré comme un animal. Mais on peut plus rire. Est-ce qu'on peut encore dans une publicité pour un conte de Noël qui est quand même, elle est extrêmement mignonne cette petite publicité avec ce loup et on n'a plus le droit de montrer quoi que ce soit.
Alors, petite leçon quand même de nutrition, le véganisme ou le végétalisme n'a rien à voir avec le végétarisme. Un vegan n'a pas le droit de manger ni poisson, ni viande, ni même miel, ni même tout produit issu de l'animal, ni même se vêtir avec des vêtements en cuir. Un végétarien, il mange en principe des végétaux, mais il peut continuer à manger du lait, des œufs. Donc, je leur propose de se battre contre les mangeurs d'œufs qui sont en devenir d'être des petits-enfants, des petits poulets. Non, mais les gens sont... Mais je crois qu'on est dans cette société, justement, qui est devenue complètement hallucinante, où pour chaque truc, il faut des polémiques, et vous avez des intégristes. J'ai horreur. Plus ça va, et plus je peux plus supporter les extrémistes et les intégristes. C'est insupportable. C'est eux qui font du mal à notre monde. C'est pour ça qu'il faut que tu vives à Tel Aviv. Voilà. Je suis très bien parlé pour l'instant. Marilyn, comme pour le poisson, je suis pour la diversité. Je pense que vraiment, les gens, il y a une liberté d'être. Et chacun doit choisir ce qu'il a envie de manger. Et puis, comme on a un nutritionniste sur le plateau, je dirais le plus sainement possible. Donc, c'est le message qu'on va retenir. Manger avec plaisir, manger avec goût et manger vraiment sainement, tout simplement. Mais bon, c'est tellement facile aujourd'hui de faire le bug publicitaire comme ça avec des choses qui finalement sont assez futiles, je dirais, alors qu'il y a des problèmes beaucoup plus importants à traiter. Mais pas pour Bloom. En tout cas, pour Bloom, ils étaient très, très engagés, Laurent. Il y a tellement, je rebondis sur ce que dit Evelyne, il y a tellement des problèmes beaucoup plus graves aujourd'hui dans le monde que vraiment, c'est le ça peut faire partie du bêtisier, je suis entièrement d'accord. Ça va le faire. On rappelle, on doit manger 5 fruits et légumes par jour. Voilà, ouais. Il faut plus sourire de cette information qu'autre chose. Parce qu'il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Allez, on va passer à notre deuxième débat, justement. Et là, il y en aura un. C'est le président de la Knesset, le Parlement israélien, Amir Ohana, qui a voté hier en faveur d'un projet de loi sur le mariage civil. Ça a provoqué la colère des partis orthodoxes qui dénoncent un mépris de la Torah. On rappelle qu'ici, en Israël, seul le mariage religieux est autorisé. Les Juifs qui souhaitent se marier ne peuvent le faire officiellement que par l'intermédiaire du grand rabbinat. Israël ne reconnaît pas le mariage civil, mais il reconnaît en revanche se célébrer à l'étranger. Le projet de loi n'a pas été adopté, mais c'est quand même l'occasion pour nous de se poser cette question. Faut-il instaurer ou non un mariage civil en Israël? Et on va poser la question à Marilyn Smadja et Laurent Ayache, qui ne sont pas du même avis. Ça se débat, saison 1, épisode 32, face à face numéro 2. C'est parti. Marilyn Smadja, vous allez commencer, vous avez 1 minute, on le rappelle, pour convaincre nos téléspectateurs. Sinon, encore une fois, j'ai mon buzzer. Et Laurent, vous enchaînerez juste après. Est-ce que tout le monde est prêt? Parfait. On connaît les règles. Allez, c'est parti, Marilyn. Alors d'abord, Israël est un État juif et démocratique et restera État juif et démocratique. Et donc, en fait, le mariage civil, c'est juste une option de plus pour les citoyens israéliens qui, de toutes les manières, ne voudront pas se marier religieusement. Et cela n'enlève rien du tout au mariage religieux. Maintenant, la chose la plus importante aussi, c'est qu'il faut rappeler qu'il ne faut pas être hypocrite. Israël reconnaît le mariage civil quand il est fait à l'étranger. Et donc, de plus en plus d'Israéliens se marient en fait à l'étranger. Et donc, d'instaurer maintenant au niveau de la loi, de manière tout simplement formelle, le mariage civil fera qu'ils devront moins voyager. Maintenant, troisième point très important, Israël se vit dans la diversité, il faut le respect de la diversité et c'est aussi notre cohésion. Et notre cohésion est bien plus importante que la coercition religieuse qui justement l'éloigne du judaïsme. Donc oui, pour le mariage civil, comme une option. Laurent, pile poil à l'heure, très bon dans les temps, Marilyn. Israël est une démocratie moderne et l'État-nation du peuple juif. Depuis la création de l'État d'Israël, il y a le statu quo qui demande donc et qui a donné le pouvoir au rabbinat de pouvoir diriger les mariages juifs. À partir du moment où on leur enlève le pouvoir et on permet le mariage civil, le problème c'est qu'on arrive dans des problèmes de société dans lesquels on ne pourra plus savoir qui est juif et qui ne l'est plus. Et c'est ça le véritable problème. Toutes les autres religions peuvent aujourd'hui se marier selon leurs coutumes et donc
comme on l'a dit plusieurs fois, le mariage civil existe déjà, bien sûr, à l'étranger. Il est entièrement reconnu au niveau juridique, au niveau des droits, et donc il n'y a pas de souci. Là, aujourd'hui, ce n'est pas uniquement le problème de choisir la religion ou pas, mais c'est de permettre des mariages LGBT et autres. Et effectivement, c'est un problème de société. Et donc, ces gens-là, aujourd'hui, vont à Chypre pour se marier. Ah, déjà. Déjà, c'est fini. Rapide. À Paris, allez, on va commencer avec vous, Jean-Michel. C'est toujours une minute. Là, c'était bien. Jean-Michel, est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec Marilyn ou avec Laurent? Est-ce que pour vous, il faut qu'Israël instaure un mariage civil? Vous me posez une question très difficile en réalité, parce que sur le fond, moi, habitant un pays laïque, j'aurais envie de dire oui, il faut donner l'autorisation de se marier de façon laïque et civile à tout le monde. Et d'un autre côté, vous avez raison, Israël est un État juif, il a été créé État juif pour protéger les Juifs des persécutions qui ont existé pendant des milliers d'années, et donc à ce titre, il doit rester juif. Et le deuxième sujet pour moi, c'est que j'ai très peur de tout ce qui peut fracturer la société israélienne à l'heure actuelle, avant déjà, mais plus encore maintenant. On a déjà commencé à la fracturer avec l'histoire du service militaire obligatoire. Là, on est en train de créer une deuxième fracture parce que ça va commencer à hérisser les orthodoxes. Il faut trouver une solution pour ces gens. La solution d'aller à l'étranger, elle est convenable, mais on pourrait imaginer de le faire sous forme du Pax, comme on a ici en France, qui n'est pas vraiment un mariage, mais qui est un terme d'union conjugale, qui ressemble au mariage, mais qui porte pas le nom du mariage. Donc, je suis entre les deux. Il y a des arguments vraiment en faveur d'un mariage civil, mais il y a aussi beaucoup d'arguments en termes d'un mariage uniquement religieux pour garder à l'État d'Israël sa caractéristique juive qui a été faite exprès pour que les Juifs s'y retrouvent et les protéger des exactions qui ont été commises contre eux. Alors après, il y a le problème particulier des LGBT, effectivement, mais ceux-là résolvent en général le problème de la même façon que pour la GPA, etc., en réglant le problème en allant à l'extérieur. Rost, qu'est-ce que vous en pensez du fait qu'il y a 4% ici des Israéliens, ça représente 300 000 personnes, qui ne sont considérées comme aucune religion, donc logiquement ils ne peuvent pas se marier ici en Israël. Qu'est-ce que ça vous fait? Alors moi, je vais vous mettre justement face à vos responsabilités et à votre discours. Il y a des gens qui passent leur temps ici à dire c'est la plus grande démocratie, eh ben prouvez-le. Voilà, c'est tout. Si c'est la plus grande démocratie, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de sujet. Chacun doit pouvoir se marier comme il a envie de le faire. Et il faut respecter ça, c'est tout. Justement, c'est vrai. Laurent, est-ce que s'il y a un mariage civil, est-ce que réellement, ça peut enlever le caractère juif de l'État d'Israël? Est-ce qu'il n'y a pas une autre solution, du coup? Non, moi je pense qu'il faut garder le mariage tel qu'il est actuellement, parce que ce n'est pas être contre la liberté individuelle de continuer comme depuis 80 ans, quoi, depuis la création de l'État d'Israël. Au contraire, c'est préserver l'identité juive, c'est préserver l'identité juive de notre pays. Et donc c'est pour ça qu'il est important de continuer à ce que le mariage se fasse au niveau des tribunaux rabbiniques, au niveau pour les musulmans des imams et au niveau des catholiques dans les églises. Il faut continuer à garder... C'est discriminatoire. Mais je voudrais juste dire que je voudrais reprendre votre argumentaire. Oui. Vous avez dit que vous avez reconnu, tout comme moi, que le mariage civil à l'étranger est reconnu en Israël. On le sait. Donc c'est vraiment une question. Il faut être honnête, je veux dire, et pas hypocrite. C'est déjà reconnu. Le mariage civil est déjà reconnu. Et donc, dans votre argument, vous avez dit, Laurent, que le problème qui vous poserait s'il y avait un mariage civil ici, c'est juste une question de voyage, d'accord? D'aller à Chypre ou pas aller à Chypre. S'il était ici, vous avez dit, il y aura peut-être, on va pas savoir vraiment qui c'est qui est juif et qui c'est qui est pas juif. Quelle est la différence entre ceux qui se sont mariés à Chypre et ceux qui se marieraient ici? J'ai juste une question d'avoir pris un avion et de l'avoir fait ailleurs. Moi, personnellement, je pense que quand il y aura un cadre, justement un cadre au mariage civil ici, quel qu'il soit, un pacte, c'est-à-dire on pourra l'appeler comme on voudra l'appeler, mais il y aura un mariage civil. Justement, un cadre israélien responsable, qui donc est contrôlé,
ça sera beaucoup plus facile, parce que justement, il est sous contrôle israélien, de savoir justement qui est juif et pas juif, que si ça se passe à l'extérieur et on encourage justement des mariages qu'on ne peut pas justement contrôler. Donc c'est au contraire de votre argumentaire, justement. Hein. Et d'ailleurs, je crois qu'on en a parlé tous les deux avant, vous n'êtes pas catégoriquement contre, et moi je ne suis pas catégoriquement pour. Je représente le collectif Raison Garder Israël, on ne l'a pas dit, c'est quand même un collectif de droite, centre-gauche, religieux, non religieux, il y a même des charidim parmi nous, et donc ils doivent m'entendre et ils doivent peut-être pas être d'accord exactement avec ce que j'ai dit là ce soir. Et tout ça, c'est notre diversité. Et donc, quand justement Jean-Michel a dit qu'une des grandes peurs en Israël, c'est justement la perte de notre cohésion, c'est nos guerres, nos conflits. Au plus il y aura de choix, au plus il y aura de diversité, au plus les gens pourront être ce qu'ils veulent dans la belle démocratie qu'on est, la seule vraie démocratie dans la région pour le moment, je pense que ça ne pourra que nous renforcer et pas nous affaiblir. Quand on veut un mariage juif et quand on veut pratiquer la religion, c'est un choix. La pratique de la religion, on est juif. Rapidement, le mot de la fin pour Laurent. Ça ne doit pas être une imposition et une coercition. J'entends. Rapidement, le seul problème, c'est que la réforme du mariage civil et d'autoriser le mariage civil, ça va créer deux catégories de juifs. Les juifs qui seront reconnus par la halakha, par les tribunaux rabbiniques, et les juifs qui seront reconnus par l'État. Et le problème, c'est que ça va engendrer ensuite des vrais problèmes d'identité. Et non, parce que c'est déjà reconnu. Oui, mais ceux qui le font le savent. C'est ce que je vous explique. Les gens qui sont Merci, attention, je sont déjà reconnus ça comme y est, tout le monde. c'est fini. De toute façon, voilà, ce projet de loi n'a pas été adopté. Donc, à l'heure à laquelle on parle, il n'y a toujours pas de mariage civil en Israël. Merci à vous, Marilyn, d'avoir été avec nous. Merci, Laurent Ayache. Et puis, merci à Paris, Rost et Jean-Michel Cohen. Et c'est la fin de notre émission Ça se débat. Restez avec nous, l'info continue sur i24 News.